Mon fils m'a regardé dans les yeux et m'a dit que mon nom de famille lui donnait la nausée. Laisse-moi répéter ça, parce qu'aujourd'hui encore, 6 mois après, ça fait aussi mal que la première fois. Mon fils, le garçon que j'ai élevé seul après que ma femme est morte, ce même fils m'a regardé et a dit que le nom de famille que j'avais construit avec du sang, de la sueur et des larmes était une source de honte pour lui. C'était un soir de septembre, un vendredi que je n'oublierai jamais. Octave, mon fils unique de 41 ans, organisait son dîner de fiançailles avec Flavie au restaurant Le Grand Véfour, ce lieu chic de la rue de Beaujolais, tu vois? Table avec nappe blanche, serveur en smoking, champagne français à plus de 400 € la bouteille. J'ai payé la moitié de tout, bien sûr, comme toujours. Tout était trop parfait. Des fleurs importées décorant les tables, cette lumière d'ambiance chaude et accueillante, des amis et de la famille habillés comme s'ils allaient à un défilé de mode. J'ai choisi mon meilleur costume bleu marine, celui que j'avais acheté spécialement pour l'occasion. J'ai mis ma broche en onyx qui appartenait à ma mère et je suis parti le cœur plein d'espoir. Espoir de quoi? D'être inclus, d'être vu, de finalement compter dans la vie de mon fils. Mais pendant les toasts, Octave s'est levé, a demandé l'attention de tous et l'a lâché comme qui commente le menu. Les amis, je voulais vous annoncer que j'ai déjà entamé les démarches pour changer mon nom de famille légalement. Je vais désormais m'appeler Octave Beaumont de Valois. C'est un hommage à la famille de Flavie qui m'a accueilli à bras ouverts. J'ai senti mon estomac se retourner. Les gens ont applaudi, trouvant ça beau, moderne, un geste d'amour. Je suis resté là figé, tenant la coupe de champagne qui soudain pesait comme du plomb dans ma main. J'ai attendu que tout le monde se distrait et j'ai tiré Octave vers le jardin du restaurant. J'avais encore l'espoir que ce soit un malentendu, tu vois, qu'il allait dire que c'était juste une formalité, que ça ne changeait rien entre nous. Mais quand nous sommes arrivés dehors, il a allumé une cigarette, un nouveau vice dont je ne savais même pas qu'il l'avait, et il m'a regardé avec cette façon que je ne reconnaissais plus. Ce n'était plus mon garçon. C'était un étranger en costume italien et montre suisse. « Papa, ne fais pas de drame », a-t-il dit en soufflant la fumée sur le côté. « C'est juste un nom de famille. »« Juste un nom de famille ?» j'ai répété, sentant ma voix trembler. « Octave, c'est mon nom de famille. C'est le nom de ta mère. C'est le nom que j'ai construit quand personne ne misait rien sur moi. » Il a ri, un rire sec, sans chaleur. « C'est exactement pour ça, papa. Dubois, c'est un nom de quoi? De domestique, de marchand, de gens qui triment toute leur vie et n'arrivent jamais nulle part. » Je me suis accroché fermement au muret de pierre pour ne pas chanceler. « Tu es sérieux? » ?»« Je le suis. Beaumont de Valois ouvre des portes. C'est un nom de tradition, de famille qui compte. Mes enfants ne porteront pas ce bagage que tu m'as donné. » À ce moment-là, j'ai senti mes jambes trembler. Le bruit des voitures dans la rue, la musique douce venant du salon, les lumières de la ville. Tout est devenu distant, étouffé, comme si j'étais sous l'eau. Il a jeté la cigarette par terre, l'a écrasée avec la pointe de sa chaussure vernie et est retourné à la fête, me laissant là seul, le cœur brisé en morceaux si petits que je ne savais pas comment j'allais réussir à les rassembler à nouveau. Moi, Pierre Dubois, 69 ans, propriétaire d'une entreprise textile qui emploie 340 personnes, qui fait 28 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, qui a commencé en cousant au fond de chez moi avec 3 vieilles machines. J'ai été réduit à un bagage. Et tu sais ce qui est pire? Je suis quand même retourné dans le salon, je me suis quand même assis sur ma chaise, j'ai quand même souri pour les photos. Parce qu'un père, c'est comme ça, non? On avale la douleur, on essuie les larmes en cachette et on continue toujours. Mais ce soir-là, alors que je conduisais de retour à la maison, dans les rues vides de Paris, quelque chose en moi s'est fissuré. Ce n'était pas seulement de la tristesse, c'était de la colère, c'était de la déception. C'était la certitude douloureuse que j'avais créé un monstre et que maintenant j'allais devoir faire quelque chose que je n'aurais jamais imaginé être capable de faire. Si vous avez déjà ressenti dans votre chair la douleur d'être méprisé par celui que vous aimez le plus, abonnez-vous à la chaîne Les Conseils de Papy,
parce que cette histoire ne fait que commencer. Et ce qui vient ensuite, personne ne s'y attendait. Quand je suis arrivé à la maison ce soir-là, j'ai enlevé le costume bleu marine, je l'ai suspendu sur le cintre avec soin, habitude de quelqu'un qui a grandi en valorisant chaque morceau de tissu, et je me suis assis au bord du lit. Je suis resté là à regarder le miroir de l'armoire, voyant un homme de presque 70 ans qui soudain ne reconnaissait plus sa propre histoire. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment mon fils, le garçon que j'ai tenu dans mes bras pendant que je pleurais la mort de sa mère, est devenu cet homme qui ressent du dégoût pour mon nom de famille? Laisse-moi te raconter d'où je viens, parce que peut-être qu'ainsi tu comprendras pourquoi cette phrase a tant fait mal. Je suis né en 1956, dans un petit appartement du quartier de Belleville, périphérie de Paris. Ma mère, Madeleine, était couturière. Elle travaillait à la maison sur une vieille machine Singer qui faisait un bruit infernal, mais qui mettait de la nourriture sur notre table. Mon père, Monsieur Jacques, était mécanicien chez Renault. Il rentrait chaque jour avec les mains sales de graisse et le corps fatigué, mais toujours avec un sourire en coin sur le visage. On n'avait rien, mais on avait tout, tu comprends. On avait de la dignité, on avait du respect, on avait un nom de famille qui, même simple, signifiait honnêteté. À 14 ans, je cousais déjà avec ma mère. Pas parce que je le voulais, je rêvais d'être professeur, d'étudier, d'avoir une vie différente. Mais la nécessité ne demande pas ce que tu veux. Elle frappe simplement à la porte et tu réponds. J'ai appris à coudre des ourlets, à poser des boutons, à faire des bords invisibles. Mes doigts étaient pleins de piqûres d'aiguilles. Et le soir, je m'endormais en entendant le bourdonnement de cette vieille machine résonner dans ma tête. À 19 ans, j'ai rencontré Valérie. Elle était infirmière, femme travailleuse, de parole, du genre qui te regarde dans les yeux quand elle promet quelque chose. Nous nous sommes mariés lors d'une cérémonie simple dans la petite église du quartier. Ma tenue, je l'ai faite moi-même, avec des chutes que ma mère avait gardées pendant des années. Valérie était mon port de sécurité. Elle travaillait à l'hôpital Saint-Louis. Elle rentrait fatiguée, mais toujours avec ce large sourire et un petit cadeau bon marché qui pour moi valait de l'or. Une fois, c'était un porte-clés avec nos noms, une autre fois, un sachet de bonbons qu'elle avait acheté en chemin. En 1984, Octave est né. Ce fut un accouchement difficile à l'hôpital public, cette confusion de gens, de cris, de couloirs étroits. Mais quand ils ont mis ce bébé dans mes bras, tout petit, tout rouge, pleurant fort, je me suis juré à moi-même qu'il aurait une vie meilleure que la mienne. Valérie travaillait encore plus pour nous faire vivre. Je cousais pendant les siestes d'Octave, je prenais des commandes de voisines, je faisais des vêtements de fête, des uniformes scolaires, n'importe quoi qui rapportait quelques sous. Jusqu'à ce qu'en 1991, un matin de juin, la vie bascule. Valérie rentrait de son service de nuit à l'hôpital. La route était mouillée, il y avait du brouillard épais. Sur l'autoroute A6, à la hauteur de Fontainebleau, un camion incontrôlé a envahi la voie. Le choc a été violent. Valérie est morte sur le coup. Elle avait 42 ans, j'avais 35 ans et un fils de 7 ans. Qu'est-ce qui restait? Une indemnisation misérable de 12 000 €, un tas de factures à payer et un trou dans la poitrine si profond que je pensais ne jamais réussir à respirer correctement à nouveau. J'ai passé 3 jours enfermé à la maison, sans manger, sans dormir, juste à regarder le plafond. Octave dormait à côté de moi, tenant ma main, sans comprendre pourquoi maman ne revenait plus. Le 4e jour, ma mère a frappé à la porte. Elle est entrée, m'a tiré par le bras, m'a mis debout et a dit quelque chose qui a tout changé. « Pierre, tu as 2 choix, couler ou nager. Et ce garçon ne va pas payer pour tes erreurs. Lève-toi. » Je me suis levé. J'ai pris ces 12 000 €. Je suis allé dans un magasin de machines d'occasion et j'ai acheté 3 machines à coudre industrielles. J'ai transformé le fond de ma maison en petit atelier. J'ai embauché 5 couturières du quartier, des femmes comme moi, qui avaient besoin de travail. J'ai commencé à prendre des commandes de petites boutiques, puis moyennes, puis de grossistes. Je cousais de 5 heures du matin à minuit. J'emmenais Octave à l'école le matin, j'allais le chercher l'après-midi, je faisais ses devoirs avec lui pendant que je supervisais le travail des filles. Je mangeais debout, je dormais 4 heures par nuit.
Mes doigts saignaient, mon dos me faisait tellement mal que je devais m'asseoir par terre pour réussir à me relever. Mais je ne me suis pas arrêté. En 5 ans, j'avais déjà 15 employés. En 10 ans, j'ai loué un petit entrepôt et je suis devenu fournisseur officiel de 3 chaînes de magasins. En 15 ans, j'ai acheté mon premier bâtiment commercial, j'ai enregistré la marque Dubois Confection et j'ai commencé à exporter vers la Belgique et la Suisse. Octave a grandi en voyant tout ça, en voyant son père trimer, suer, se battre, négocier, perdre, gagner, se relever. Je l'ai mis dans une école privée, j'ai payé 2800 € par mois de frais de scolarité. De l'argent qui faisait mal à sortir du compte, mais que je payais sans hésiter. Il a fait des études de publicité à HEC, formation qui a coûté 265 000 € au total. Je lui ai acheté un bel appartement de 120 m² dans le Marais, 1200 000 € comptant. Je lui ai donné une voiture importée, BMW X1, 35 000 €, et je déposais encore 2 000 € tous les mois sur son compte, juste pour qu'il ne manque de rien. J'ai tout donné. Tout ce que je n'ai pas eu, je le lui ai donné. Et en échange, il m'a donné du dégoût. Ce soir-là, après le dîner de fiançailles, je suis resté assis sur le lit jusqu'au lever du soleil. Je n'ai plus pleuré. Je suis juste resté là à repasser chaque sacrifice, chaque choix, chaque fois que j'ai dit non pour moi-même et oui pour lui. Et c'est là que j'ai compris quelque chose. J'avais créé un fils qui ne me respectait pas, parce que je n'avais jamais exigé de respect. J'avais toujours tout donné gratuitement, sans contrepartie, sans limite. Mais ça allait changer, parce que Dubois n'est pas un nom de domestique. Dubois est un nom de guerrier. Et cette guerre, mon fils, ne faisait que commencer. Tu sais ce sentiment de regarder une personne que tu connais depuis 41 ans et de ne plus rien reconnaître. C'est ce que je ressentais quand je regardais Octave. Il n'a pas toujours été comme ça. Je le jure. Quand il était enfant, Octave était collé à moi. Il me suivait dans l'atelier, jouait entre les rouleaux de tissu, demandait à appuyer sur les boutons des machines. Les employés riaient, disaient qu'il serait mon bras droit quand il grandirait. J'en rêvais. Le dimanche, on faisait des gâteaux ensemble. Il léchait le bol, salissait toute la cuisine, et ça ne me dérangeait pas. On regardait les émissions du dimanche soir, blotti sur le vieux canapé du salon, lui en pyjama, moi enroulé dans un châle que ma mère avait fait. Mais quelque chose a changé, ce n'était pas d'un coup, c'était graduel, comme la rouille qui ronge le métal. Quand Octave est entré à l'adolescence, il a commencé à avoir honte de l'endroit où on habitait. Notre maison à Belleville était simple, 2 chambres, petit salon, cour à l'arrière où j'avais les machines. Il arrêtait ses amis de l'école privée 2 rues avant. Il disait qu'il habitait ailleurs. Je faisais semblant de ne pas savoir, je faisais semblant que ça ne faisait pas mal. À l'université, ça a empiré. Il étudiait avec des fils d'entrepreneurs, de médecins, de gens qui avaient des noms à particules et des appartements sur la Côte d'Azur. Il a commencé à mentir sur ses propres origines. Il disait que la famille avait des affaires dans le secteur textile, comme si j'étais propriétaire d'une griffe italienne, pas d'une confection qui avait commencé au fond de chez moi. J'essayais encore de me tromper moi-même. Je pensais, c'est une phase, ça va passer, quand il mûrira, il comprendra la valeur de ce que nous avons construit. Mais ça n'est pas passé. Octave a obtenu son diplôme de publicité, diplôme qui a coûté plus de 200 000 €. Je suis allé à la remise des diplômes avec mon plus beau costume. J'ai pris une photo avec lui en toge. J'ai pleuré de fierté. Je pensais que maintenant, enfin, il voudrait travailler avec moi, reprendre l'entreprise, donner une continuité à ce que j'avais construit. Mais quand j'ai suggéré qu'il entre chez Dubois Confection, il a fait une grimace, comme si je lui avais offert du poison. « Papa, je ne suis pas né pour rester enfermé dans un entrepôt qui pue le tissu. J'ai étudié dans une grande école, j'ai un CV, je mérite mieux que ça. » Mieux que ça, comme si le travail qui avait payé ses études était trop indigne pour qu'il y touche. Il a trouvé un emploi dans une petite agence de publicité. Il est resté 6 mois et parti en conflit avec le patron. Il a trouvé un autre emploi, cette fois dans une entreprise d'événementiel. Il est resté 5 mois. Il a dit que l'ambiance était toxique. Ensuite, il est allé dans une start-up de marketing digital. Il n'a pas tenu 4 mois.
et à chaque changement d'emploi, devine qui tenait les bouts? Moi. Je lui ai acheté un appartement dans le Marais, 120 000 mètres, balcon, double garage, 200 000 € comptant. Il a dit qu'il devait habiter dans un quartier adapté pour faire du networking, que Belleville ne correspondait pas à l'image professionnelle qu'il voulait construire. Je lui ai donné une voiture importée, BMW X1, 35 000 €. Il a dit qu'Uber ne faisait pas bonne impression aux clients. Et tous les mois, religieusement, je déposais 2 000 € sur son compte, parce qu'il disait qu'il devait maintenir le standing en attendant de trouver la bonne opportunité. 2 000 € par mois, pour un homme de 40 ans, qui n'arrivait pas à garder un emploi et qui avait honte de son père. J'étais un idiot. Complètement. Mais quand tu es père, tu te trompes toi-même. Tu veux croire que tu investis, pas que tu te fais utiliser. Tu veux croire que l'amour va gagner, que la gratitude va arriver, qu'un jour il va se réveiller et réaliser tout ce que tu as fait. Jusqu'à ce qu'il y a 3 ans, il rencontre Flavie. C'était lors d'un événement d'entreprise à Deauville, une de ces fêtes chics de fin d'année avec open bar et musique live. Elle était la fille d'Henri Beaumont, famille traditionnelle de vignerons de Bordeaux. Nom ancien, vieil argent, ce genre de gens qui ont un portrait d'arrière-grand-père accroché dans le salon. Flavie était tout ce qu'Octave voulait être, sophistiqué, bien connecté, avec un passeport plein de tampons d'Europe. Diplômé d'HEC, post-graduation à Londres, parlant anglais et espagnol couramment, avec cette façon de quelqu'un qui est né en sachant que le monde lui devait quelque chose. Quand Octave me l'a présenté lors d'un déjeuner tendu dans un restaurant japonais cher, j'ai immédiatement senti ce regard d'évaluation de haut en bas, mesurant mon costume, ma façon de parler, ma posture, comme si j'étais une pièce défectueuse qu'il avait oublié de retourner. « Pierre !» a-t-elle dit, sans m'appeler beau-père, sans m'appeler rien. Octave m'a raconté votre parcours, comme c'est inspirant. Ça a dû être tellement laborieux de monter dans la vie seul en partant de zéro. Laborieux, comme si c'était un défaut. Et vous administrez encore tout personnellement, n'est-ce pas? En supervisant les couturières, en contrôlant le stock. Quelle dévotion! Je n'aurais pas l'estomac pour ce genre de travail manuel. Travail manuel? Octave n'a pas défendu, n'a rien dit, il a juste souri, pris sa main par-dessus la table et changé de sujet. Après ce jour-là, il a commencé à disparaître. Il a arrêté de répondre à mes appels, il a arrêté de venir à l'atelier, il a arrêté de venir déjeuner avec moi le dimanche, tradition qu'on avait depuis qu'il était petit. Quand je lui reprochais, il disait qu'il était occupé, qu'il avait des engagements sociaux, que Flavie avait un agenda chargé et qu'il devait l'accompagner. Ils ont même arrêté de m'inviter aux choses, dîner avec des amis, fêtes, événements. Je voyais sur les réseaux sociaux Octave et Flavie dans des restaurants étoilés, dans des mariages de gens importants, en voyage à Saint-Tropez et Courchevel, et j'étais mis à l'écart. Ma secrétaire, Geneviève, femme qui travaille avec moi depuis 22 ans, est venue me voir une fois et a dit « Monsieur Dubois, avec tout le respect, mais Octave est en train de vous retirer de sa vie. » J'ai fait semblant que ce n'était pas vrai, j'ai inventé des excuses. J'ai dit qu'il grandissait, qu'il construisait sa vie, que c'était naturel. Mais au fond, je savais, mon fils avait honte de moi. Et ce soir-là, au Grand Véfour, quand il a dit que mon nom de famille lui donnait la nausée, ce n'était que la confirmation à voix haute de ce que je ressentais déjà depuis des années. Il ne me voyait pas comme un père. Il me voyait comme un passé, comme quelque chose qui devait être effacé, réécrit, remplacé par une version plus acceptable pour le cercle social qu'il voulait fréquenter. Et tu sais ce qui est le plus triste? C'est que je payais encore pour tout. L'appartement était à moi, la voiture à moi, l'argent de poche à moi, même la fête de fiançailles qu'il a utilisée pour m'humilier. J'en ai payé la moitié. J'étais le sponsor de ma propre exclusion. Mais ce soir-là, quand je suis arrivé à la maison après le dîner, j'ai pris une décision. Je n'allais plus être un père idiot. Je n'allais plus accepter des miettes d'attention. Je n'allais plus payer pour être méprisé. Si mon fils voulait devenir Beaumont de Valois et oublier qu'il était Dubois, très bien. Mais il allait découvrir combien coûte ce choix. Il y a des gens qui sont mauvais de loin.
Tu les vois arriver, tu sens l'odeur du poison avant même d'entendre le premier mot. Flavie n'était pas comme ça. Flavie était du genre qui empoisonne en souriant, qui te plante un couteau dans le dos pendant qu'elle te serre dans ses bras. Et le pire, personne ne s'en rendait compte. Tout le monde la trouvait merveilleuse. La première fois que j'ai posé les yeux sur elle, c'était sur une photo qu'Octave avait postée sur Instagram. Elle portait une robe blanche, cheveux lisses tombant sur les épaules, lunettes de soleil de marque, sourire parfait. Légende, avec mon amour au Café de Flore. Endroit chic, beau gens, vie de magazine. J'ai pensé, quelle jolie jeune femme, pourvu qu'elle rende mon fils heureux. Quel idiot j'étais. Notre première rencontre a été organisée par Octave. Déjeuner dans un restaurant japonais sur les Champs-Élysées, un de ceux où tu dois enlever tes chaussures à l'entrée et où le menu n'a pas de prix. Quand il n'y a pas de prix, c'est parce que c'est absurdement cher. Flavie est arrivée en retard de 20 minutes, est entrée comme si elle défilait, a salué Octave avec un baiser sur la bouche, long et théâtral, et seulement après m'a regardé. « Vous devez être Pierre », a-t-elle dit, sans m'appeler beau-père, sans me tendre la main, juste ce sourire de magazine, trop blanc pour être vrai. « Enchanté, Flavie », j'ai répondu, essayant d'être poli. « Octave parle beaucoup de vous. »« J'imagine », a-t-elle dit en s'asseyant avec une élégance étudiée. « Il est tout le temps collé à moi, c'est trop mignon. » Pendant le déjeuner, elle a tout commandé. Elle a choisi les plats, a commandé le saké le plus cher, a parlé sans arrêt de ses voyages, des événements qu'elle fréquentait, des gens importants qu'elle connaissait. La semaine dernière, j'étais à un dîner de charité avec les gens du faubourg Saint-Honoré. Ma mère est très amie avec l'organisatrice. Vous savez comment c'est, on soutient toujours ses causes. Ses causes, comme si elle était missionnaire. Et puis elle s'est tournée vers moi avec ce petit sourire en coin et a lâché « Octave m'a raconté votre parcours, Pierre. Quelle histoire inspirante. Commencez de rien, seul, veuf. Ça a dû être tellement difficile, tellement épuisant. Vous êtes un vrai guerrier. » Ça semblait être un compliment, mais ça ne l'était pas. « Et vous travaillez encore activement dans l'entreprise, n'est-ce pas ? Octave m'a dit que vous passez toute la journée là-bas, à superviser les couturières, à vérifier la production. Mon Dieu, quelle dévotion! Je n'aurais pas l'estomac pour ce genre de travail tellement manuel. Manuel. Ce mot est resté en écho dans ma tête. Octave n'a pas défendu, il n'a pas dit que le travail de son père n'était pas manuel, mais entrepreneurial. Il n'a pas dit que j'administrais 340 employés, que je négociais avec des fournisseurs internationaux, que j'avais un bureau, une équipe financière, des exportations vers 4 pays. Il a juste souri, pris sa main et dit « Oui, mon amour, mon père a toujours été très manuel. Manuel comme si j'étais boulanger. J'ai avalé, j'ai souri, j'ai changé de sujet. Parce qu'un père fait ça, non ? Il avale l'humiliation et continue à sourire. Mais les pics n'ont pas arrêté. À la rencontre suivante, un thé l'après-midi chez sa mère, manoir à Neuilly-sur-Seine, portail électrique, 5 domestiques. Flavie m'a montré toute la maison, chaque pièce, une publicité d'argent ancien. Cette vitrine est l'héritage de mon arrière-grand-mère française. Ce piano est un Bösendorfer, on l'a ramené d'Autriche. Ce tableau est d'un peintre que vous ne connaissez probablement pas, mais il est très réputé en Europe. Dans chaque phrase, une petite pique, comme pour dire « Vous n'appartiendrez jamais à ce monde ». Et dans le salon, en regardant les photos de famille accrochées au mur, elle a commenté « Octave m'a raconté que vous habitiez dans un appartement de 2 pièces quand il était petit. Quelle expérience formatrice, n'est-ce pas? Il a dit que vous n'aviez même pas de salle à manger séparée. Ça devait être étriqué. » Étriqué comme si c'était un taudis. « C'est ce que je pouvais lui donner à l'époque. » J'ai répondu en essayant de garder la voix ferme. Mais c'était toujours propre, organisé, plein d'amour. Ah, bien sûr, je ne dis pas que c'était mauvais, juste différent, très différent de ce qu'il a aujourd'hui. Dieu merci, comme si Dieu avait donné, non moi. Après ce jour-là, j'ai commencé à percevoir le schéma.
Flavie vivait en postant des photos avec Octave dans des endroits chers, restaurants à 150 € par personne, hôtel à Deauville, voyage à Saint-Tropez, Biarritz, Megève, toujours bien habillé, toujours souriant, toujours ressemblant à un couple de pubs de parfum. Et qui payait? Octave, avec l'argent que je déposais sur son compte. Je ne suis pas idiot. J'ai engagé Geneviève, ma directrice financière, pour enquêter discrètement. Elle a des contacts, elle s'est fouillée sans éveiller les soupçons. Et ce qu'elle a découvert m'a glacé. Flavie Beaumont de Valois, la jeune femme au nom chic, de famille traditionnelle, était noyée dans les dettes. 680 000 €. Carte de crédit explosée sur 6 enseignes différentes. Prêts personnels dans 3 banques, découverts dans le rouge. Tout pour soutenir une vie qu'elle n'avait pas les moyens de payer. Les sacs Hermès payés en 18 fois, les voyages financés, l'appartement où elle vivait était loué, ce n'était pas le sien. Même la voiture, une Mercedes cabriolet qu'elle adorait exhiber, avait 3 mensualités en retard à la banque. Flavie Beaumont de Valois était un mensonge ambulant. Mais la pire découverte est venue après. Geneviève a réussi à avoir accès aux emails qu'Octave utilisait sur l'ordinateur de l'entreprise. Il avait la mauvaise habitude de mélanger vie personnelle et travail. Et là, dans des conversations avec un avocat, tout était étalé au grand jour. Flavie avait un plan. Épouser Octave, le convaincre d'aider son père à se reposer, lui faire signer des procurations de l'entreprise, prendre le contrôle de Dubois Confection et vendre. Vendre tout. Il y avait même une proposition, un groupe chinois intéressé à acheter l'atelier pour 32 millions €. Flavie avait déjà calculé ce qui resterait après les impôts, environ 23 millions nets. Et son plan était d'investir dans des affaires plus sophistiquées, un euphémisme pour payer ses dettes et financer la vie de luxe qu'elle faisait semblant d'avoir. Mon entreprise, celle que j'avais construite en cousant jusqu'à enseigner, celle qui employait 340 familles, celle qui portait mon nom de famille, le nom de famille que mon fils disait lui donner la nausée. Elle voulait tout détruire, et Octave était de son côté. Quand Geneviève m'a montré les emails imprimés, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Ce n'était pas seulement de la colère, ce n'était pas seulement de la tristesse, c'était un mélange de dégoût, de déception et une froideur mortelle qui montait le long de ma colonne vertébrale. J'avais donné toute ma vie pour mon fils, et il vendait cette vie pour payer les dettes d'une femme vide qui se cachait derrière des noms de famille qui n'étaient même plus vraiment les siens. Ce soir-là, seul dans le bureau de l'atelier, avec ses emails étalés sur la table, j'ai pris une décision. Je n'allais pas confronter, je n'allais pas pleurer, je n'allais pas supplier. J'allais planifier, parce que des gens comme Flavie et Octave ne comprennent qu'une seule langue, les conséquences. Et j'allais parler cette langue couramment. Il y a des décisions que tu prends avec le cœur brisé, et il y a des décisions que tu prends avec le cœur gelé. La mienne était la seconde. 2 mois avant le mariage, un mardi matin, j'étais au bureau de l'atelier, en train de réviser des tableaux d'exportation quand mon portable a sonné. C'était Geneviève. « Monsieur Dubois, je dois vous parler d'urgence, en personne. » Son ton était trop sérieux. Geneviève n'est pas du genre à faire du drame. En 22 ans à travailler avec moi, elle a toujours été directe, pratique, les pieds sur terre. Si elle disait « urgent », c'était urgent. « Viens maintenant », j'ai répondu. 15 minutes plus tard, elle est entrée dans mon bureau avec un dossier marron sous le bras et l'air de quelqu'un qui n'a pas bien dormi. Elle a fermé la porte, tiré la chaise près de mon bureau et respiré profondément avant de parler. « Vous allez devoir vous asseoir calmement pour entendre ça », a-t-elle dit. J'étais déjà assis, mais j'ai compris le message. « Parle, Geneviève ». Elle a ouvert le dossier. À l'intérieur, il y avait des relevés bancaires, des captures d'écran d'email, des conversations WhatsApp imprimées, des documents dont je n'avais aucune idée d'où elle les avait obtenus. Flavie est ruinée, monsieur Dubois. Complètement ruinée. Je le savais déjà, Geneviève m'avait montré les dettes quelques semaines auparavant, mais apparemment il y avait plus. 680 000 € de dettes, a-t-elle continué en pointant les relevés. Cartes explosées, prêts, découverts. Elle paie des intérêts sur des intérêts.
Son salaire de chargé de relations publiques ne couvre même pas la moitié. Et Octave le sait? J'ai demandé en imaginant déjà la réponse. Il le sait et il paie une partie. Ces 6 derniers mois, il a transféré 40 000 € sur ses comptes. Paiement échelonné de cartes, remboursement de prêts, facture d'avocat. 40 000 € de l'argent que je déposais sur son compte. J'ai serré les lèvres. Je n'ai rien dit. J'ai juste fait signe de continuer. Mais le pire n'est pas ça, monsieur Dubois. Geneviève a tourné les pages, montré des captures d'écran d'email. Octave utilise l'ordinateur de l'entreprise pour régler des choses personnelles. Et j'ai trouvé des conversations que vous devez voir. C'étaient des emails entre Flavie et un avocat, maître Marc Dubois-Lemaître, cabinet à Passy, spécialisé en droit des affaires et succession. J'ai lu le premier message, puis le deuxième, puis le troisième. Mes mains ont commencé à trembler. Dans le premier, Flavie demandait des stratégies pour convaincre un beau-père âgé de passer une procuration d'entreprise. L'avocat répondait avec un pas à pas, gagner la confiance, créer un récit de repos mérité, présenter une proposition de modernisation administrative. Dans le deuxième, elle détaillait le plan. Dès que nous prendrons le contrôle, nous prévoyons de vendre. Il y a déjà un intérêt d'un groupe asiatique, valeur estimée 32 millions. Dans le troisième, elle calculait la répartition. Après impôts et frais, il reste environ 23 millions nets. Suffisant pour régler mes dettes, 680 000. Investir dans des entreprises plus en phase avec notre profil, franchise de café premium, estimation 4 millions, et maintenir une réserve financière confortable. Café premium. Elle allait vendre l'entreprise que j'avais construite avec mon sang pour ouvrir un café de hipster. Ma vision est devenue floue. J'ai senti le goût de la bile qui montait dans ma gorge. Il y a plus, a dit Geneviève doucement, en tournant une autre page. C'était une conversation WhatsApp entre Flavie et une amie. L'amie demandait « Mais et Pierre, il va accepter ça ?» Réponse de Flavie « Il est vieux, fatigué et complètement dépassé. Il ne sait même pas utiliser Instagram correctement. Imagine gérer une entreprise moderne. Ce sera un soulagement pour lui, et s'il résiste, Octave s'en occupe. Il est le fils unique, l'héritier légal. Au final, il n'a pas le choix. Vieux, fatigué, dépassé, moi qui me levais à 5 heures du matin tous les jours, moi qui négociais des contrats internationaux en anglais, moi qui venais de conclure un partenariat avec un fournisseur italien et étendu la ligne de produits au marché européen. Dépassé. « Et Octave ?» j'ai demandé, ma voix sortant rauque. « Il sait tout ça ?» Geneviève a hoché la tête lentement. « Il y a des emails de lui aussi. Il ne sait pas seulement, il participe. » Elle m'a montré. Dans un message au même avocat, Octave écrivait « Mon père est têtu, mais je sais comment m'y prendre avec lui. J'ai toujours été le seul homme dans sa vie après la mort de ma mère. Il ne me refusera rien. J'ai toujours été le seul homme dans sa vie, comme si c'était une arme, comme si mon amour de père était une faiblesse qu'il pouvait exploiter. » Dans un message à Flavie, « Après qu'on aura vendu, je n'aurai plus jamais besoin de mettre les pieds dans cet entrepôt. Plus jamais besoin d'entendre le bruit des machines à coudre. Plus jamais besoin de faire semblant de me soucier de la production de t-shirts basiques. Enfin, je pourrai vivre comme je le mérite. Comme il le mérite. Mon fils, qui n'avait jamais travaillé une journée entière de sa vie, qui n'avait jamais payé une facture seul, qui vivait dans un bien que j'avais acheté, conduisait une voiture que j'avais donnée, mangeait dans des restaurants chers avec l'argent que je déposais, lui, il méritait. J'ai fermé les yeux, respiré profondément, compté jusqu'à 10. Quand je les ai rouverts, j'ai regardé Geneviève. Elle m'observait avec cet air de pitié mêlé de colère. Je la connaissais depuis si longtemps que je savais exactement ce qui lui passait par la tête. « Monsieur Dubois, a-t-elle dit lentement, vous ne pouvez pas laisser ça arriver. Cette entreprise, c'est votre vie. Ce sont 340 familles qui en dépendent. Ce n'est pas seulement de l'argent, c'est un héritage. » Elle avait raison, mais ce n'était pas seulement ça. C'était une question de principe, de dignité. C'était un père qui se faisait utiliser, manipuler, jeter par son propre fils, et je n'allais pas laisser passer ça. « Geneviève,
j'ai dit, ma voix sortant ferme maintenant. J'ai besoin que tu me rendes un service. Garde ces copies en lieu sûr. Personne ne peut savoir qu'on a ça. Personne. Elle a froncé les sourcils. Vous n'allez pas les confronter? Si, mais pas encore. J'ai pris mon portable, cherché un contact. Avant, je dois être sûr de quelque chose. J'ai appelé maître Antoine Bernard, avocat fiscaliste, ami de 25 ans, homme de confiance absolue. Antoine, j'ai besoin de toi. Aujourd'hui, maintenant. Il a entendu le ton de ma voix et n'a pas posé de questions. Je serai là dans 1 heure. J'ai raccroché. J'ai regardé à nouveau les messages imprimés. J'ai relu la partie où Flavie me traitait de vieux dépassé, où Octave disait que je n'avais pas le choix. Et j'ai souri. Ce n'était pas un sourire joyeux, c'était le sourire de quelqu'un qui vient de comprendre le jeu et a décidé de jouer pour gagner. Parce qu'ils avaient raison sur une chose, j'étais vieux, j'avais 69 ans, mains ridées, cheveux gris, corps fatigué de décennies de travail dur. Mais vieux ne signifie pas idiot. Vieux ne signifie pas faible. Vieux signifie expérimenté. Ça signifie que j'avais déjà vu des gens pires qu'eux essayer de me faire tomber et échouer. Et s'ils pensaient qu'ils allaient m'utiliser, me jeter, détruire tout ce que j'avais construit et devenir riche avec ça, eh bien, ils allèrent découvrir combien coûte sous-estimer un homme qui a commencé de zéro. Combien coûte trahir celui qui t'a tout donné. Combien coûte ressentir du dégoût pour le nom de famille qui t'a sauvé. Maître Antoine Bernard est arrivé à l'atelier 2 heures plus tard. Homme grand, cheveux blancs bien coupés, costume gris impeccable, attaché case en cuir sous le bras. Je le connaissais depuis que j'étais un couturier indépendant, essayant d'enregistrer ma première marque. Il m'avait aidé gratuitement à l'époque, parce qu'il croyait en moi quand personne n'y croyait. Nous nous sommes assis dans mon bureau. Geneviève a apporté du café. Nous avons fermé la porte. Je lui ai tout montré. Les emails, les conversations, les relevés, le plan entier détaillé sur papier. Il a lu en silence, le visage devenant de plus en plus sérieux. Quand il a terminé, il a enlevé ses lunettes, s'est frotté les yeux et a poussé un long soupir. « Pierre, c'est de la trahison pure, il n'y a pas d'autre mot. »« Je sais », j'ai répondu en tenant la tasse de café avec les 2 mains pour dissimuler le tremblement. Et j'ai besoin d'une solution légale, définitive. Il a réfléchi quelques secondes, puis a pris un stylo et commencé à prendre des notes. On peut refaire votre testament avec des clauses spécifiques, blinder l'entreprise, créer une holding familiale, mais ça n'empêche pas qu'il continue à vous faire pression, à vous manipuler. Je ne veux pas seulement me protéger, Antoine, j'ai coupé. Je veux qu'il apprenne. Je veux qu'il ressente dans sa chair ce que signifie me jeter. Il m'a regardé par-dessus ses lunettes. Vous voulez la justice? Je veux du genre qui fait mal, du genre qui enseigne. Il a hoché la tête lentement. Alors faisons différemment. Créons un piège juridique qui ne s'active que s'il commet l'erreur. S'il vous respecte, rien ne se passe. Mais s'il vous trahit, il perd tout. Et c'est ainsi que nous avons commencé à planifier. Mais avant de mettre quoi que ce soit sur papier, je devais être sûr. Je devais regarder mon fils dans les yeux et confirmer qu'il était vraiment l'homme de ces emails. Que ce n'était pas une erreur, une manipulation de Flavie, un malentendu. Au fond, j'avais encore de l'espoir. Un espoir idiot de père qui ne veut pas croire qu'il a créé un monstre. J'ai fixé un petit déjeuner avec Octave le dimanche suivant, dans son appartement du Marais, ce loft de 120 mètres que j'avais payé entièrement comptant. Je suis arrivé à 9 heures du matin, j'ai sonné. Il a ouvert en survêtement chair, pieds nus, l'air de quelqu'un qui vient de se réveiller. « Papa, je ne savais pas que tu venais. Je t'ai envoyé un message hier. J'ai menti. Je n'avais pas envoyé. Je voulais le prendre au dépourvu. Il a fait la grimace mais m'a laissé entrer. Le salon était en désordre. Verre sale sur la table basse, vêtements jetés sur le canapé, odeur de parfum cher mélangée à de la cigarette. « Flavie est là ?» j'ai demandé. « Elle est dans la douche. On est rentré tard hier. Encore mieux. J'allais pouvoir parler aux deux. Je me suis assis dans le fauteuil.
Octave est allé dans la cuisine américaine. Il est revenu avec du café réchauffé dans une tasse que je lui avais offerte pour ses 30 ans. Ironique. Papa, si c'est à propos du mariage, je t'ai déjà dit que... Je ne suis pas venu parler du mariage, j'ai coupé. Je suis venu parler de l'entreprise. Il a haussé les sourcils. Quelle entreprise? La mienne, Dubois Confection. Ah? Il a haussé les épaules, bu une gorgée de café. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai respiré profondément. Octave, tu as 41 ans. Tu as déjà pensé à travailler avec moi? Vraiment? Apprendre le métier, assumer des responsabilités? Il a ri, un rire court, sans humour. Papa, on a déjà eu cette conversation. Ce n'est pas mon truc. Je ne suis pas né pour rester enfermé dans un entrepôt à sentir le moisi du tissu. Ça ne sent pas le moisi, ça sent le travail honnête. Pour toi peut-être, pour moi c'est étouffant. À ce moment-là, Flavie est apparue. Peignoir de soie blanc, cheveux mouillés attachés en chignon lâche, l'air de quelqu'un qui n'attendait pas de visite. « Pierre !» a-t-elle dit avec ce ton faux de surprise. « Quel plaisir de vous voir !»« Octave, pourquoi tu ne m'as pas prévenu ?»« Il est arrivé sans prévenir », a répondu Octave. Flavie s'est assise sur l'accoudoir du canapé près de lui, a posé la main sur son épaule. Geste de possession. « Je parlais avec Octave de l'entreprise », j'ai dit en la regardant directement. De la succession, de l'avenir, ce genre de choses. J'ai vu une lueur dans ses yeux, de l'intérêt. Quelle coïncidence! On parlait justement de ça ces jours-ci, n'est-ce pas, mon amour? Elle a serré son épaule. De comment vous travaillez trop, Pierre. De comment vous méritez de vous reposer, de profiter de la vie. Oui, a enchaîné Octave. Tu as presque 70 ans, papa. Tu ne devrais pas trimer tous les jours dans cet atelier. Tu devrais voyager, te reposer, passer la responsabilité à d'autres mains. D'autres mains, a complété Flavie. Sourire trop doux. J'ai regardé les deux, mon fils et son serpent de compagnie, unis, répétés, prêts à frapper. Et c'est là que j'ai décidé de faire différemment. Au lieu de confronter, au lieu de montrer que je savais tout, j'ai décidé de leur donner de la corde, voir jusqu'où ils iraient. Vous pensez vraiment que je devrais prendre ma retraite? J'ai demandé en feignant l'insécurité. Leurs yeux ont brillé tous les deux. Je pense que oui, papa. Tu as donné toute ta vie à cette entreprise. Tu mérites la paix. Et nous pourrions aider, a offert Flavie trop rapidement. Octave a une formation en gestion. J'ai de l'expérience en gestion d'image. On pourrait moderniser la marque, élargir au digital, vendre... Octave a dit soudainement, et Flavie s'est tournée vers lui avec un regard d'avertissement. Il s'est corrigé, c'est-à-dire chercher de nouveaux horizons, investisseurs, partenariats stratégiques. Partenariat stratégique. Quelle jolie façon de dire vendre tout et empocher l'argent. Je suis resté silencieux. J'ai fait semblant de réfléchir. J'ai laissé le silence peser, jusqu'à ce qu'Octave se penche en avant. « Papa, tu me fais confiance ?» Cette question a fait plus mal que tout ce qu'il avait dit jusqu'alors, parce que la réponse était non. Je ne lui faisais pas confiance. Plus maintenant. Mais j'ai dit, « Tu es mon fils, Octave. Bien sûr que je te fais confiance. » Il a souri. Ce sourire que je connaissais depuis qu'il était enfant, quand il obtenait ce qu'il voulait. « Alors, laisse-moi t'aider. Laisse-nous nous occuper de ça. Tu signes quelques procurations, tu passes la gestion à moi, et tu restes tranquille, sans souci, juste à profiter de la vie. » Procuration. Exactement comme dans les emails. J'ai regardé Flavie. Elle avait ce sourire du chat qui a avalé le canari, pensant qu'elle m'avait convaincu, que j'étais vieux, idiot, fatigué, manipulable. Je me suis levé lentement, j'ai pris mon sac. « Je vais y réfléchir. » J'ai dit. « Mais papa... » « Je vais y réfléchir, Octave. » J'ai répété plus fermement. « C'est une décision importante. Je dois évaluer calmement. » Il était frustré. Flavie a essayé d'insister, mais j'étais déjà à la porte. Je suis sorti de cet appartement avec le cœur brisé d'une façon différente. Ce n'était plus du doute, c'était de la certitude. Mon fils ne m'aimait pas. Ne me respectait pas, il me voyait comme un obstacle entre lui et l'argent qu'il pensait mériter. Et Flavie, elle n'était que l'appât, mais il avait mordu volontairement. Dans l'ascenseur qui descendait,
J'ai regardé mon reflet dans le miroir, homme de 69 ans, cheveux gris, rides autour des yeux, mains calleuses de tant de travail, vieux, dépassé, c'est ce qu'elle a dit. J'ai souri à mon reflet. On va voir qui est dépassé, j'ai murmuré, parce que je venais de leur donner exactement ce qu'ils voulaient, de l'espoir. Et maintenant, j'allais arracher cet espoir à la racine. J'ai passé 3 jours sans réussir à manger correctement. 3 nuits à me réveiller à l'aube, regardant le plafond de la chambre, repassant chaque moment de ma vie avec Octave. Où ai-je fait une erreur? C'était quand j'ai tout donné sans rien demander en retour. C'était quand j'ai accepté d'être traité comme une option secondaire. C'était quand je l'ai laissé grandir en pensant que le monde lui devait quelque chose. La 4e nuit, je me suis levé du lit à 3 heures du matin. Je suis allé à la cuisine, j'ai fait du thé à la camomille, je me suis assis à la table où Octave faisait ses devoirs quand il était petit. Je me souvenais encore de lui là, langue tirée, concentré, me demandant de l'aide avec les maths. Où ce garçon s'est-il perdu? Mais à l'aube, seul dans cette cuisine silencieuse, j'ai eu une révélation. Le garçon ne s'est pas perdu, il n'a jamais existé. C'est moi qui avais inventé un fils dans ma tête, un fils reconnaissant, aimant, qui un jour reconnaîtrait mes sacrifices. Mais ce fils était mon fantasme. L'Octave réel a toujours été égoïste, gâté, intéressé. Je ne voulais juste pas le voir, mais maintenant je voyais, et avec une clarté totale. J'ai fini le thé, lavé la tasse, suis retourné dans la chambre, et quand je me suis recouché, quelque chose avait changé en moi. La douleur s'était transformée en glace, la tristesse en stratégie. Mon fils voulait m'utiliser. Très bien, j'allais le laisser penser qu'il avait réussi. Le lundi matin, j'ai appelé maître Antoine Bernard. Antoine, on exécute. Nous nous sommes rencontrés dans son cabinet, un immeuble commercial sur les Champs-Élysées, bureau avec bibliothèque pleine de codes et de livres de droit. Il avait déjà tout préparé. « J'ai refait votre testament », a-t-il expliqué en montrant les documents. « Structure complètement nouvelle. Vous restez propriétaire de 100% des actions de Dubois Confection, mais maintenant il existe une holding familiale de contrôle. » « Et la clause ?» Il a souri. Ce sourire fin de quelqu'un qui aime les échecs juridiques. La clause est une œuvre d'art, Pierre. Écoute ça. Tout descendant direct qui de son plein gré renonce au nom de famille Dubois, le remplace légalement ou le place en position secondaire par un changement officiel de nom, perd automatiquement tout droit successoral sur votre patrimoine d'entreprise, immobilier et financier. J'ai senti un frisson monter le long de ma colonne vertébrale. C'est irrévocable? Absolument. Enregistré chez le notaire avec 3 témoins, reconnaissance de signature par authenticité. Une fois que son changement de nom sera officialisé, il n'y a pas de retour. Il sera dehors définitivement. Et s'il essaie de contester? Il peut essayer. Il perdra. La clause a une base légale solide. Vous avez le droit de conditionner l'héritage à des critères spécifiques, tant qu'ils ne sont pas discriminatoires ou illégaux. La préservation du nom de famille est une jurisprudence consolidée. Je voulais être heureux, mais je ne ressentais qu'un vide froid. Et les 45% qui vont à la fondation? Institut Roger Dubois, en hommage à votre défunte épouse, déjà enregistrée comme entité à but non lucratif, orientée vers la formation professionnelle de personnes en situation de vulnérabilité sociale. 45% des actions de l'entreprise vont là, révocables aussi. Et les autres 55%? Antoine m'a regardé par-dessus ses lunettes. Ceux-là, vous les définissez plus tard. Ça peut être une donation de votre vivant, ça peut rester dans un testament ultérieur. Mais avec la clause active, votre fils est automatiquement exclu. J'ai tout signé. Chaque page, chaque paraphe, ma main ferme comme jamais. Quand j'ai terminé, maître Antoine a rangé les documents dans un dossier scellé. « Pierre, je peux te poser une question personnelle? » « Vas-y, tu es sûr, ça n'a pas de retour. S'il change de nom, c'est fini. Il reste sans rien, sans entreprise, sans héritage, sans patrimoine. » Je l'ai regardé. « Antoine, mon fils m'a regardé dans les yeux et m'a dit que mon nom de famille lui donne la nausée.
Il projette de me tromper, de me manipuler, de détruire tout ce que j'ai construit. Tu penses que j'ai le choix? Il a hoché la tête lentement. Non, je ne pense pas. Je suis sorti de son cabinet avec ce dossier sous le bras. À l'intérieur était ma vengeance, ou plutôt ma justice, mais il manquait encore une pièce du puzzle. Je suis retourné à l'atelier, j'ai appelé Geneviève dans mon bureau. Je veux que tu fasses une recherche pour moi, discrète, sur Jeanne. Jeanne-Christine Fontaine, 34 ans, styliste en chef de Dubois Confection. Elle travaillait avec moi depuis 11 ans. Elle était entrée comme assistante de production, directement de l'école de design qu'elle avait eu du mal à terminer. Pauvre, fille d'un couturier qui avait travaillé dans mon atelier des années auparavant. Fille qui se levait à 4h30 du matin pour prendre le métro et arriver à l'heure. Mais elle avait du talent, un œil pour la couleur, pour le modélisme, pour la tendance. J'ai perçu ça en elle dès le début. J'ai investi, payé des cours, les envoyé au salon de mode, les laissé créer. Et elle ne m'a jamais déçu. Aujourd'hui, la ligne premium de Dubois Confections, celle qui croît le plus en chiffre d'affaires, est sa création, à elle seule. Et plus important, Jeanne me respectait. Elle m'appelait Monsieur Dubois, demandait conseil, écoutait, différent de mon fils qui me traitait comme un vieux meuble. « Vous voulez que je recherche quoi exactement ?» a demandé Geneviève. « Tout. Vie personnelle, financière, familiale, son caractère. Je veux être sûr. » Geneviève est revenue 2 jours plus tard avec un rapport complet. Jeanne vivait avec sa mère dans une maison simple à Montreuil. Elle aidait à payer les factures. Elle n'avait pas de dette, pas de vices, pas de procès, pas de scandale, pas de tâches. C'était juste une jeune femme travailleuse, talentueuse, honnête. Tout ce que mon fils n'était pas. Je l'ai appelée dans mon bureau un vendredi après-midi. Elle est entrée nerveuse, pensant qu'elle avait fait quelque chose de mal. Elle est restée debout, maladroite, tenant son dossier de dessin. « Assieds-toi, Jeanne. » Elle s'est assise sur le bord de la chaise. « Tout va bien avec la nouvelle collection ?» a-t-elle demandé anxieusement. « Si vous n'avez pas aimé les tissus, je peux refaire. Pas de problème. La collection est magnifique. La meilleure que tu aies jamais faite. » Elle s'est un peu détendue. « Ah, tant mieux. J'étais inquiète parce que... Jeanne, je peux te poser une question personnelle ?» Elle a cligné des yeux, surprise. « Bien sûr, monsieur Dubois. Pourquoi tu travailles encore ici ?» Silence. « Comment ça? Tu es talentueuse. Tu pourrais travailler dans n'importe quelle maison de couture à Paris, gagner le double de ce que je te paie. Pourquoi tu restes ?» Elle a regardé ses propres mains, puis moi. « Parce que vous avez cru en moi quand personne n'y croyait. Parce que vous avez payé mes études quand j'allais abandonner en 3e année parce que je n'avais pas d'argent. Parce qu'ici, je ne suis pas seulement une employée, je suis traité comme un être humain. » Sa voix a tremblé à la fin. « Et pourquoi? Parce que mon père a travaillé ici, monsieur Dubois. Vous vous souvenez? Il était couturier. Il a travaillé ici 8 ans avant de mourir d'un cancer. Et vous avez payé son traitement. Chimiothérapie, médicaments, tout. Vous n'étiez pas obligé, mais vous l'avez fait. J'avais oublié ce détail, mais maintenant je me souvenais. Monsieur Gérard, homme silencieux, main ferme, le meilleur couturier que j'ai jamais eu. Quand il est mort, a continué Jeanne, voix étranglée. Vous êtes venu à l'enterrement. Vous avez apporté un panier de courses à ma mère. Vous m'avez offert un emploi. Vous avez sauvé ma famille, monsieur Dubois. J'ai avalé difficilement. C'est pour ça que je ne partirai jamais, a-t-elle conclu. Parce que la loyauté se paie avec de la loyauté. Je suis resté à la regarder, cette jeune femme de 34 ans, avec du talent dans les mains et de la gratitude dans le cœur. Et j'ai pensé à mon fils de 41 ans, avec un diplôme cher et du dégoût pour mon nom de famille. Jeanne, j'ai une proposition pour toi, mais avant tu dois être sincère avec moi. Que penses-tu d'Octave? Elle est devenue rouge, mal à l'aise. Monsieur Dubois, je ne sais pas si je dois parler. Il n'y aura pas de conséquences, je promets. Elle a respiré profondément. Je pense qu'il est ingrat. Pardon pour la franchise, mais c'est ça. Il n'a jamais mis les pieds ici, n'a jamais voulu apprendre, vit de votre argent et se plaint encore. Il n'est pas digne de cette entreprise.
J'ai souri pour la première fois depuis des jours. Souri vraiment. Merci pour l'honnêteté. Désolé si j'ai été... Non, tu as dit la vérité. Et c'est pour ça que je vais t'offrir quelque chose. J'ai ouvert le tiroir, sorti un document que Maître Antoine avait préparé. Je veux t'adopter légalement comme ma fille. Nom de famille Dubois. Tu serais Jeanne-Christine Dubois-Fontaine. Elle est devenue blanche, et je veux que tu sois ma successeur. Le mariage d'Octave et Flavie a eu lieu un samedi de novembre au Shangri-La Paris. Si tu ne connais pas, c'est l'un des hôtels les plus luxueux de Paris. Jardin énorme, vue sur la tour Eiffel. Architecture qui ressemble à un film européen, tout comme Flavie le voulait, tout très cher. J'ai payé 220 000 € pour la fête. La famille Beaumont de Valois a mis 130 000 €. Flavie a insisté pour partager afin que ça ne paraisse pas qu'un seul côté a de l'argent, selon ce qu'elle a dit elle-même, comme si leur argent était légitime et le mien embarrassant. Les préparatifs ont duré 4 mois, réunions interminables avec le wedding planner, le traiteur, la décoration, la musique, les invitations. J'ai participé à toutes, toujours silencieux, toujours payant, toujours avalant de petites humiliations. Pierre, je pense qu'il vaut mieux que vous ne portiez pas ce costume au mariage. C'est trop simple. Je peux vous recommander un styliste personnel. Pierre, vous savez porter des chaussures de ville. C'est que la cérémonie aura un tapis rouge et je ne voudrais pas que vous trébuchiez. Pierre, concernant la liste d'invités, vous avez beaucoup d'amis de l'atelier, n'est-ce pas? Peut-être vaut-il mieux limiter. L'espace est restreint et nous voulons maintenir le profil approprié. Profil approprié. Code pour « Vos amis sont trop pauvres pour mon mariage ». J'ai tout avalé. J'ai souri, acquiescé, payé, parce que j'avais un plan. Et ce plan nécessitait qu'ils se sentent confiants, sûrs, victorieux. Jeanne avait accepté ma proposition. Elle a pleuré pendant 1 heure quand j'ai tout expliqué. Au début, elle pensait que c'était une blague, un test de loyauté, mais quand elle a réalisé que c'était sérieux, quand elle a vu les papiers du notaire, quand elle a compris que je lui offrais un nom de famille, une famille, un avenir, elle m'a serré si fort que j'arrivais à peine à respirer. Monsieur Dubois, je ne sais pas quoi dire, je ne mérite pas ça. Tu le mérites, plus que quiconque que je connais. Le processus d'adoption adulte était déjà en cours. Maître Antoine s'occupait de tout. En quelques semaines, Jeanne serait légalement ma fille, Jeanne-Christine Dubois-Fontaine. Le nom de famille que mon fils biologique méprisait, elle le porterait avec fierté. Mais Octave ne savait rien, personne ne savait. Seulement moi, Jeanne, Maître Antoine et Geneviève. Et ainsi arriva le jour du mariage. Je me suis levé tôt, je suis allé au salon me faire coiffer. J'ai mis le costume que j'avais choisi moi-même, un bleu pétrole élégant, broderie discrète, rien d'extravagant. J'ai mis ma broche en onyx, celle qui appartenait à ma mère, qui m'a toujours porté chance. Je me suis regardé dans le miroir, et j'ai vu un homme de 69 ans sur le point d'aller au mariage de son fils. Je devrais être heureux, radieux, ému. Mais je ne ressentais que de la froideur. Je suis arrivé au Shangri-La à 16 heures. L'endroit était transformé, des fleurs blanches partout, d'immenses arrangements, tapis rouges à l'entrée, voituriers garant des voitures importées, invités arrivant en robe de marque, costumes italiens, bijoux étincelants. Je reconnaissais certains entrepreneurs, politiciens, gens de la haute société parisienne, le genre de personnes que Flavie et Octave voulaient impressionner. Je suis entré, j'ai cherché ma place. Et là est venue la première humiliation. Mon nom n'était pas à la table principale, ni à la deuxième table. Il était à une table latérale, presque cachée derrière une colonne, avec des oncles éloignés que je connaissais à peine, des amis d'enfance d'Octave qu'il ne voyait plus depuis des années, le père du marié mis dans un coin. Je me suis assis, j'ai respiré, je n'ai rien laissé paraître. À côté de moi, Jeanne s'est assise. J'avais insisté pour l'inviter, la placer à la même table que moi. Elle était magnifique, robe verte mousse, simple mais élégante, cheveux attachés en chignon. « Monsieur Dubois », a-t-elle murmuré en regardant autour, « c'est absurde. Vous êtes son père. »
Laisse tomber, ma fille. Bientôt ils vont comprendre certaines choses. La cérémonie a commencé à 17 heures. Musique classique, vrai orchestre, pas de DJ. Demoiselles et garçons d'honneur entrant en file, tout chronométré comme un défilé de mode. Ensuite sont entrées les alliances portées par 2 enfants blonds, fils d'amis de Flavie, et puis la mariée. Flavie a descendu cette allée au bras de son père, Henri Beaumont, homme aux cheveux gris et posture de quelqu'un habitué à commander. Sa robe était toute en dentelle française, traîne de 3 mètres, voile cathédrale. Ça devait coûter environ 80 000 €, rien que la robe. Elle était radieuse, sourire parfait, regard triomphant. Octave attendait à l'hôtel. Costume noir sur mesure, cravate de soie, cheveux gominés. Beau. Mon fils était beau, mais quand je l'ai regardé, je n'ai plus vu le garçon que j'avais bercé dans mes bras. J'ai vu un étranger. La cérémonie a été rapide. L'officier civil, parlant d'amour, d'engagement, d'union, Flavie a pleuré. Des larmes répétées, j'en suis sûr. Octave a souri. Ils ont échangé les alliances, se sont embrassés, tout le monde a applaudi. Et j'ai applaudi aussi avec les mains glacées, le cœur serré, mais j'ai applaudi. Ensuite est venue la fête. Salle gigantesque décorée comme un jardin suspendu. Tables avec nappes en lin français, arrangements floraux d'orchidées rares, cristaux importés, nourriture servie à la française. Entrée, plat principal, dessert, vin chilien, champagne français, liqueur italienne. Tout ce que l'argent peut acheter, sauf la dignité, sauf l'amour véritable, sauf le caractère. Les discours ont commencé. D'abord, le père de Flavie a parlé de tradition familiale, de l'honneur de recevoir Octave dans la famille Beaumont de Valois, de l'importance de préserver les valeurs, de maintenir les héritages, d'honorer les noms de famille. Ironique, considérant qu'Octave échangeait littéralement le sien. Ensuite, Flavie. Elle est montée sur scène, a pris le micro et a commencé d'une voix émue. Je veux remercier ma famille, les Beaumont de Valois, de m'avoir élevé avec tant d'amour, tant de structure, tant d'exemples. Mes parents, mes grands-parents, tous ceux qui ont construit ce nom que j'ai aujourd'hui tant de fierté à porter. Elle a regardé Octave, qui était assis à côté d'elle. Et je veux remercier Octave d'avoir choisi de faire partie de cette famille, d'avoir choisi notre nom, d'avoir choisi notre tradition. Applaudissements assourdissants. Personne n'a remarqué. Personne n'a vu le coup de poignard que ces mots représentaient pour moi. Mais je l'ai vu, et je l'ai ressenti. Puis ce fut le tour d'Octave. Il s'est levé, a pris le micro, a respiré profondément. Aujourd'hui est un jour de nouveau départ pour moi, un jour de changement, d'évolution, de devenir l'homme que j'ai toujours voulu être. Il a sorti un papier de la poche de sa veste. D'ailleurs, je veux profiter de ce moment spécial pour partager avec vous tous une décision importante. Officiellement, à partir de demain, mon nom sera Octave Beaumont de Valois-du-Bois. Il a projeté sur l'écran derrière lui son nouvel acte de naissance, déjà émis, déjà enregistré. Octave Beaumont de Valois-du-Bois. Dubois en dernier, petit, presque invisible. C'est un hommage à la famille de Flavie qui m'a accueilli comme un fils et un nouveau chapitre de mon histoire. Plus d'applaudissements, plus de sourires, plus de félicitations. Je suis resté assis, immobile, regardant ce document projeté. Il l'avait fait officiellement, légalement, sans retour. La clause avait été activée. Jeanne a serré ma main sous la table. « Monsieur Dubois » a-t-elle murmuré. « Maintenant » J'ai secoué la tête lentement. « Pas encore. Laisse-les profiter encore un peu. » Parce que la chute serait beaucoup plus douloureuse s'ils étaient au sommet de la montagne quand ils dégringoleraient. La fête a continué. Dîner servi, gâteau à 6 étages coupés, valse des mariés pendant que tout le monde photographiait. Flavie et Octave dansaient comme un couple de couverture de magazine. Elle avec cette robe très chère, lui avec un sourire de quelqu'un qui vient de gagner au loto. Et d'une certaine façon, il pensait avoir gagné. J'ai peu mangé. Le bœuf Wellington devait être délicieux, mais il avait un goût de cendre dans ma bouche. J'ai bu une demi-coupe de vin. Je devais être complètement sobre pour ce qui allait suivre. Jeanne était nerveuse à côté de moi. Elle jouait avec la serviette, me regardait de temps en temps, attendant un signal.
Calme, j'ai murmuré, ça ne va plus tarder. Après la valse, le DJ a pris le relais. Musique animée, piste de danse pleine. Octave et Flavie au centre de tout, entourés d'amis, prenant des selfies, riant fort. C'est là que je me suis levé. Jeanne m'a regardé. Maintenant, j'ai marché jusqu'au technicien du son. Jeune gars, pas plus de 25 ans, casque autour du cou, contrôlant l'ordinateur portable. Jeune homme, j'ai besoin d'une faveur. Combien pour me donner le micro pendant 5 minutes? Il a regardé, confus. Vous voulez faire un discours? Oui, mais l'heure des discours est passée, monsieur. Le wedding planner a dit que... J'ai sorti 5 billets de 100 € de mon portefeuille. Je les ai mis dans sa main. 5 minutes. C'est à propos de mon fils. Je suis le père du marié. Il a regardé l'argent, m'a regardé, a hoché la tête. D'accord, mais après, je ne suis pas responsable si le wedding planner se fâche. Il ne se fâchera pas, je promets. Il a baissé le volume de la musique graduellement, a pris le micro, a tapé dessus pour tester. Le son a résonné dans toute la salle. Les gens sur la piste ont arrêté de danser, ont regardé vers la scène, curieux. Octave a froncé les sourcils de l'autre côté de la salle. Flavie avait cet air de quelqu'un qui sent que quelque chose ne va pas. J'ai monté les 3 marches jusqu'à la petite scène où travaillait le DJ. J'ai pris le micro. Ma main n'a pas tremblé. Bonsoir à tous. J'ai commencé. Voix ferme, claire. Je sais que ce n'est pas prévu, mais j'aimerais quelques minutes de votre attention. Je suis Pierre Dubois, père du marié. Octave a commencé à marcher dans ma direction, l'air paniqué. Flavie venait derrière lui, mais j'ai continué. Aujourd'hui est un jour spécial. Mon fils s'est marié avec une femme qu'il aime, et il a officialisé un changement de nom qu'il désirait depuis longtemps. Pause. Octave Beaumont de Valois-Dubois. Joli, non? Certaines personnes ont ri, pensant que c'était une blague affectueuse de père. Mais il y a quelque chose que vous ne savez pas. Une clause, un détail juridique que je trouve important de partager en ce moment si heureux. Octave était à 3 mètres de moi maintenant. « Papa, qu'est-ce que tu fais ?» Je l'ai ignoré, j'ai continué à regarder les invités. Il y a 4 mois, j'ai refait mon testament. Je suis propriétaire de Dubois Confection, entreprise qui fait 28 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, qui emploie 340 employés. Entreprise que j'ai construite seule de zéro après que ma femme est morte. La salle était complètement silencieuse. Maintenant, tu pouvais entendre la glace fondre dans les verres. Dans le Nouveau Testament, j'ai créé une clause très claire. Tout descendant direct qui renonce au nom de famille Dubois, le remplace légalement ou le place en position secondaire, perd automatiquement tout droit sur mon patrimoine. Octave est devenu blanc. Blanc comme la nappe de la table. Blanc comme la robe de Flavie. Et aujourd'hui, j'ai continué, voix de plus en plus ferme. Mon fils a officialisé légalement le changement de son nom en Octave Beaumont de Valois-Dubois. Dubois en dernier, en position secondaire. Flavie a essayé de prendre le micro de ma main. « Pierre, ce n'est ni le moment ni l'endroit pour... » J'ai fait un pas en arrière. Elle n'a pas réussi à l'attraper. Par conséquent, conformément à ce qui est enregistré chez le notaire il y a 4 mois, avec validité légale irrévocable, mon fils vient de renoncer à tout héritage. Il ne recevra pas un centime de l'entreprise, il ne recevra pas d'immeuble, il ne recevra pas d'investissement. Rien. La salle a explosé en murmures. Les gens se retournaient pour regarder Octave, qui était paralysé au milieu de la piste de danse comme une statue de sel. « Papa !» il a crié, réagissant enfin. « Tu ne peux pas faire ça, je suis ton fils unique. »« Plus maintenant !» j'ai répondu. Et cette fois j'ai souri. J'ai fait signe à Jeanne. Elle s'est levée de notre table dans le coin, maladroite, rouge de nervosité, mais elle est venue. Quand elle est arrivée près de moi, j'ai tendu la main. Elle l'a serrée. Je veux vous présenter à tous Jeanne-Christine Dubois-Fontaine, styliste en chef de mon entreprise depuis 11 ans et maintenant légalement ma fille adoptive. Plus de murmures, plus de chocs. Des caméras de portable commençant à tout filmer. Jeanne recevra 55% des actions de Dubois Confection. Elle recevra mon appartement à Deauville, évalué à 2100 000 €. Elle recevra cette broche en onyx, héritage de ma mère, que j'ai portée à mon propre mariage.
J'ai enlevé la broche de mon costume. Je l'ai épinglée sur sa robe. Jeanne pleurait. Octave est monté sur scène, a essayé d'arracher le micro de ma main. C'est de la folie. Tu ne peux pas me faire ça. Je suis ton sang. Je l'ai regardé dans les yeux. Ces yeux que je connaissais depuis le jour de sa naissance. Le sang ne signifie rien, Octave. C'est toi qui me l'as appris quand tu as dit que mon nom de famille te donnait la nausée, quand tu as planifié de me manipuler, de me tromper, de vendre mon entreprise pour payer les dettes de ta femme. Flavie a pâli. Comment tu... Je sais tout, j'ai coupé. Les emails à l'avocat, le plan pour me faire signer des procurations, la proposition de vente au groupe chinois, les 680 000 € de dette qu'elle a et que tu as payé avec l'argent que je déposais sur ton compte. J'ai tout jeté à la figure, là devant 200 personnes. Octave tremblait, de colère ou de choc, je ne sais pas. « Tu m'as trahi, papa ?»« Non, mon fils. Celui qui a trahi, c'est toi. Je n'ai fait que régler l'addition. » Il a regardé Flavie, elle l'a regardé, et à cette seconde, j'ai vu leur relation se fissurer en deux. « Tu as dit qu'elle accepterait ?» Flavie lui a crié. « Tu as dit qu'il suffisait de faire un peu pression, qu'il céderait. »« Tais-toi !» il a hurlé en retour. Le mariage s'écroulait là même devant tout le monde. Mais je n'avais pas terminé. Les 45% restants de l'entreprise vont à l'Institut Roger Dubois. Fondation que j'ai créée en hommage à ma défunte épouse, mère d'Octave. Une femme qui, contrairement à son fils, avait de l'honneur. J'ai rendu le micro au DJ. Je suis descendu de la scène. Octave m'a suivi, a attrapé mon bras. « Papa, arrête ça, on peut parler, résoudre ça. Je change mon nom à nouveau, je redeviens juste Dubois, n'importe quoi, mais ne me fais pas ça. » J'ai regardé son bras qui serrait le mien. Puis je l'ai regardé lui. « Lâche-moi. Papa, j'ai dit de me lâcher. » Il a lâché. « Tu as fait ton choix, Octave. Tu as choisi un nom qui ouvre des portes. Tu as choisi une femme qui t'utilise. Tu as choisi l'argent facile au lieu du travail honnête. Maintenant, vis avec ces choix. » J'ai tourné le dos. Jeanne est venue avec moi. Nous avons marché jusqu'à la sortie de la salle. 200 personnes regardant en silence total. La porte, je me suis arrêté. J'ai regardé en arrière une dernière fois. Octave était au milieu de la piste de danse, seul, costume froissé, l'air de quelqu'un qui a tout perdu. Flavie était assise sur une chaise, tête entre les mains, voile de mariée tombée par terre. Les invités murmuraient, filmaient, prenaient des photos. Le mariage parfait était devenu un cirque. Et moi, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Ce n'était pas de la joie. Ce n'était pas de la tristesse, c'était de la libération. « Allons-y, ma fille, » j'ai dit à Jeanne, « ici n'est plus notre place. » Nous sommes sortis ensemble, père et fille, pas de sang, mais de choix. Et le choix, j'ai appris, vaut beaucoup plus. Les jours suivants ont été une tempête. Le dimanche matin, un jour après le mariage, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. Appel d'Octave. 17 appels manqués avant 9 heures du matin, message en majuscule, plein de désespoir. « Papa, réponds, on doit parler, tu ne peux pas me faire ça, je vais te poursuivre en justice. » J'ai bloqué son numéro. Flavie a aussi essayé. 5 appels, 2 messages. Le deuxième disait « Pierre, c'est une vengeance mesquine, vous êtes en train de détruire votre propre fils par orgueil, quel genre de père fait ça ?» Je l'ai bloqué aussi. Le lundi matin, Maître Antoine Bernard a appelé. « Pierre, l'avocat d'Octave a pris contact. Ils veulent contester le testament. Ils peuvent essayer. » J'ai répondu en prenant un café dans la cuisine, regardant par la fenêtre. « Ils ne réussiront pas. » Je sais, je les ai déjà prévenus. La clause est blindée. Mais il est désespéré. Il dit qu'il va alléguer la coercition, la manipulation, que vous n'étiez pas en parfait état mental quand vous avez signé. J'ai ri, un rire sec. J'ai le certificat médical d'il y a 2 mois. Check-up complet, parfaite santé mentale. 3 témoins chez le notaire qui peuvent confirmer que j'étais lucide et conscient. Il n'a pas de dossier. Je sais, je te préviens juste que ça va devenir moche. Il va tout essayer. Qu'il essaie. Et il a essayé. Le mardi, Octave est apparu à l'atelier.
Les gardiens ne l'ont pas laissé entrer. Il est resté au portail à crier, à faire du scandale, jusqu'à ce qu'il menace d'appeler la police. Il est parti. Le mercredi, il a envoyé une lettre. 5 pages manuscrites. Ça commençait par Papa chéri et se terminait par Ton fils qui t'aime. Au milieu, c'était un mélange d'excuses, d'accusations, de promesses, de menaces voilées. J'ai rangé la lettre dans un tiroir. Je n'ai pas répondu. Le vendredi, il a essayé une autre tactique. Il est apparu chez moi le soir. Il avait encore la clé, cadeau que je lui avais donné quand il avait 20 ans. Mais j'avais changé toutes les serrures le lundi. Il a sonné pendant 40 minutes d'affilée, a crié depuis le trottoir. Les voisins ont commencé à regarder par les fenêtres. Finalement, il est parti. Le samedi suivant, une semaine après le mariage, Geneviève m'a appelé. « Monsieur Dubois, j'ai une nouvelle. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Dis, Flavie a déposé une demande de divorce. » Je suis resté silencieux quelques secondes. Si vite que ça, si vite que ça. Elle a allégué l'incompatibilité, des différences irréconciliables. Et il y a plus. Elle veut garder le loft que j'ai acheté pour lui. Celui-là même, elle a réussi à le mettre à son nom avant le mariage. Planification patrimoniale, elle a dit. Comme ils n'ont pas eu le temps de faire un contrat prénuptial, elle allègue avoir droit à la moitié des biens acquis pendant les fiançailles. Bien sûr, Flavie a toujours été maligne. S'est mariée en pensant devenir riche. Quand elle a découvert qu'elle n'allait rien recevoir, elle a sauté, mais s'est assurée d'emporter quelque chose. Et Octave, d'après ce que j'ai entendu, il habite dans un appart-hôtel à Belleville, de ceux à la journée. 120 € la nuit. 120 €. Mon fils, qui vivait avec 2000 € par mois, était dans une chambre d'appart-hôtel bon marché. J'aurais dû avoir pitié. J'aurais dû, mais je n'en avais pas. Et la voiture? Rendue. Il ne peut pas payer les mensualités. Il prend Uber. La BMW que j'avais donnée. Rendue. Il a trouvé un emploi. Il a essayé, mais c'est difficile. La vidéo du mariage est devenue virale sur les réseaux sociaux. Plus de 2 millions de vues. Il y a des gens qui commentent, partagent, font des mèmes. Il est devenu connu comme le fils ingrat. Les entreprises ne veulent pas l'embaucher. Ça m'a surpris. Je ne m'attendais pas à ce que l'histoire se répande autant. Et Flavie? Elle a disparu. Elle a supprimé ses réseaux sociaux. On dit qu'elle est retournée chez ses parents dans le sud-ouest. 2 mois se sont écoulés. Octave continuait d'essayer de me contacter, mais les intervalles devenaient plus longs. D'abord, il appelait tous les jours, puis un jour sur 2, puis une fois par semaine. Les messages ont changé de ton, sont passés d'accusateur à suppliant. « Papa, je n'ai plus personne. Papa, j'ai fait une erreur. Je sais que j'ai fait une erreur. Papa, je voudrais juste que tu me pardonnes. Tu n'as pas besoin de me donner quoi que ce soit. Je voulais juste parler, mais je ne répondais pas. Parce que le pardon n'est pas automatique, le pardon n'est pas obligatoire, et le pardon, surtout, n'efface pas les conséquences. Pendant ce temps, la vie continuait. Jeanne a officiellement assumé la direction de Dubois Confection. Nous avons changé toute la structure administrative. Elle a apporté de nouvelles idées, une nouvelle énergie, un vrai respect pour l'histoire de l'entreprise. Nous avons lancé une ligne de vêtements durables faits avec des tissus biologiques, production consciente. C'est devenu un succès immédiat. Articles dans des magazines spécialisés, éloges d'influenceurs, commandes de l'étranger. Le chiffre d'affaires a augmenté de 31% dans les 3 premiers mois sous sa gestion. 31%. Plus qu'Octave, avec tout son diplôme et son arrogance, n'aurait jamais pu obtenir. Nous avons ouvert une filiale à Lyon, créé 85 nouveaux emplois. L'Institut Roger Dubois s'est élargi, a commencé à offrir des cours non seulement de couture, mais de stylisme, de modélisme, de gestion de mode. L'entreprise qu'Octave voulait vendre était en plein essor. Et lui, il coulait. 3 mois après le mariage, Geneviève m'a apporté une autre nouvelle. « Monsieur Dubois, Octave a trouvé un emploi. Je l'ai regardé. Où? Dans une petite agence de marketing, chargée de compte, salaire 2500 € par mois. 2500 €. Moins de la moitié de l'argent de poche que je lui donnais.
Et comment va-t-il? Geneviève a soupiré. Maigre, cheveux longs, barbe mal faite. Je l'ai vu l'autre jour dans la rue, près de l'atelier. Je pense qu'il rôde parfois par ici. Mon cœur s'est un peu serré, juste un peu. Il t'a vu, il m'a vu, il a fait un signe. J'ai fait semblant de ne pas voir et je suis rentré rapidement. Silence. J'ai mal fait, monsieur Dubois? Non. Tu es mon employé. Tu ne peux pas mélanger les choses. Mais ce soir-là, seul à la maison, j'ai pensé à Octave, maigre barbu, faisant signe à Geneviève dans la rue. Et pour la première fois en moi, j'ai ressenti quelque chose comme... Je ne sais pas. Ce n'était pas de la pitié, c'était peut-être du deuil. Deuil pour le fils que je pensais avoir, mais qui n'a jamais existé. 4 mois après le mariage, j'ai reçu une lettre recommandée. Ce n'était pas d'Octave, c'était de son avocat, officialisant l'abandon de la contestation judiciaire. Il n'avait pas de base légale, reconnaissait la validité du testament, clôturait le dossier. C'était fini, légalement, définitivement fini. Octave n'était plus mon héritier. Il n'avait plus droit à rien, et il n'y avait plus de retour possible. Ce soir-là, j'ai ouvert une bouteille de vin, pas pour célébrer, pour digérer. Jeanne était partie tôt, la maison était silencieuse. Je me suis assis sur la terrasse, regardant le jardin sombre, les arbres bougeant avec le vent. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé, aux choix, aux conséquences, à la justice que j'avais moi-même appliquée. Et je me suis demandé, ça en valait la peine? La réponse est venue rapide, claire, sans hésitation. Oui, parce que je n'ai pas détruit mon fils. Il s'est détruit tout seul. J'ai juste refusé d'être détruit avec lui. Et si ça fait de moi un mauvais père, tant pis. Je préfère être un mauvais père et un homme digne qu'un père parfait et un paillasson de fils ingrat. 6 mois après cette nuit au Shangri-La, j'étais assis dans un café à Florence, en Italie, regardant le Ponte Vecchio, en buvant un cappuccino qui coûtait 6 € et qui valait chaque centime. Florence. Moi, Pierre Dubois, qui avait passé 40 ans de ma vie sans sortir de la région parisienne, j'étais en Toscane. C'était l'idée de Jeanne. 2 semaines après avoir officiellement assumé la direction, elle est entrée dans mon bureau avec une enveloppe. « Monsieur Dubois, j'ai acheté quelque chose pour vous. » À l'intérieur, il y avait un billet d'avion. Paris-Rome, première classe, date ouverte. « Jeanne, qu'est-ce que c'est? » « Vous allez voyager. Vous allez découvrir l'Europe. Vous allez vivre. Mais l'entreprise ira bien. Je m'en occupe. Geneviève s'en occupe. L'équipe s'en occupe. Vous avez déjà donné toute votre vie à cet endroit. Maintenant, il est temps de vous donner quelque chose à vous-même. J'ai essayé d'argumenter, mais elle était inflexible. Ce n'est pas une demande, monsieur Dubois. C'est un ordre. Vous êtes le propriétaire, mais je suis la directrice. Et c'est ma première décision exécutive. Vous prenez des vacances. 3 mois. Italie, France du Sud, Espagne, où vous voulez. Alors, je suis parti. Seul. Sans itinéraire fixe, sans hâte. J'ai passé 2 semaines à Rome. J'ai visité le Colisée, jeté une pièce dans la fontaine de Trévi, mangé des gelatos artisanaux assis sur les marches de la Piazza di Spagna. Ensuite, je suis allé à Florence. J'ai loué un petit appartement dans un vieux bâtiment près du marché central. Je me levais tôt, j'allais au marché acheter du pain frais et du pecorino. Je rentrais à la maison et prenais mon café lentement, regardant par la fenêtre les rues pavées. L'après-midi, je prenais des cours de peinture à l'aquarelle dans une école d'art pour touristes. Moi, qui avais passé toute ma vie à dessiner des patrons de vêtements, je peignais des paysages. Ça ne donnait pas grand-chose, mais peu importait. C'était thérapeutique. Le soir, je dînais seul dans de petits restaurants. Pâtes fraîches, vin rouge bon marché mais délicieux. Conversation avec le serveur qui parlait 3 mots de français et qui trouvait drôle mon italien inexistant. Pour la première fois en 69 ans, je vivais juste pour moi. Je n'avais pas à me lever à 5 heures du matin pour superviser la production. Je n'avais pas à résoudre de crise de fournisseurs. Je n'avais pas à penser au tableau, au stock, au délai de livraison. Et surtout, je n'avais pas à penser à un fils ingrat. Bien sûr, Octave occupait encore un espace dans ma tête,
Tu n'effaces pas 41 ans d'histoire. Tu n'oublies pas un fils, aussi mauvais soit-il. Mais la douleur avait changé. Avant, c'était une plaie ouverte qui saignait, qui faisait mal à chaque respiration. Maintenant, c'était une cicatrice. Elle était toujours là. Elle dérangeait encore quand je la touchais, mais je pouvais vivre avec. Un après-midi, assis dans ce café face au Ponte Vecchio, mon portable a sonné. C'était Jeanne. Appel vidéo. « Monsieur Dubois, comment ça va là-bas ?» J'ai tourné la caméra pour montrer la vue. Elle a poussé un cri. « Que c'est beau! Vous avez l'air d'une autre personne. Vous avez maigri. Vous avez coupé les cheveux. » C'était vrai. J'avais perdu 9 kilos en marchant dans les rues européennes. J'avais coupé les cheveux courts, modernes, dans un salon à Rome. J'avais acheté de nouveaux vêtements, colorés, différents du noir et gris que je portais toujours. « Comment va l'entreprise ?» j'ai demandé. « Merveilleuse. La collection durable s'est vendue entièrement. Tout, monsieur Dubois. Nous avons une liste d'attente. Et nous avons conclu un contrat avec une chaîne de magasins en Allemagne. Nous allons exporter en Europe. » J'ai senti la fierté gonfler dans ma poitrine. « Tu es brillante, ma fille. » J'ai appris du meilleur. Elle a souri, puis est devenue sérieuse. « Monsieur Dubois, il y a quelque chose que je dois vous dire. » Mon estomac s'est serré. « Quoi ?» Octave est apparu à l'atelier à nouveau. J'ai respiré profondément. Et il a demandé à me parler. Il a dit qu'il ne voulait pas faire de scandale, juste parler. Je l'ai laissé entrer. Jeanne, je sais, mais j'ai pensé que je devais écouter ce qu'il avait à dire. Pour vous, silence. Il va mal, monsieur Dubois, très mal. Maigre, vieux vêtements, cernes profonds. Il a dit qu'il a perdu son emploi à l'agence. Il fait du freelance, gagne environ 1500 € par mois. Il vit dans une chambre louée à Montreuil, partagée avec 2 autres gars. 1500 € par mois. Chambre partagée. Mon fils, qui vivait avec 2000 € et un loft. Qu'est-ce qu'il voulait? Il m'a demandé d'intercéder. Il a dit qu'il ne veut pas d'argent, il ne veut pas l'entreprise, il ne veut rien. Il veut juste parler avec vous. Il veut juste une chance de s'excuser. J'ai fermé les yeux. Le soleil de l'après-midi italien réchauffait mon visage, mais je ressentais du froid à l'intérieur. Et toi, qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que j'allais vous parler, mais que la décision n'appartient qu'à vous. Il a dit autre chose. Jeanne a hésité. Il a dit que la plus grande erreur de sa vie n'a pas été de changer de nom. Ça a été d'oublier qui lui avait donné ce nom. J'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Ce n'était pas du pardon. Pas encore. Mais c'était une petite fissure dans le mur de glace que j'avais construit. Jeanne, garde son contact. Quand je reviendrai, je déciderai quoi faire. D'accord, monsieur Dubois. Nous avons raccroché. Je suis resté là à regarder l'Arnaud couler sous le pont, des touristes prenant des photos, un couple de personnes âgées marchant main dans la main. J'ai pensé à Octave, à l'homme brisé qu'il était devenu, aux conséquences de ses propres choix. Une partie de moi, cette partie père qui ne meurt jamais, voulait courir de retour aux France, le serrer dans mes bras, lui dire que tout irait bien. Mais l'autre partie, la partie homme, la partie qui a survécu, qui a construit, qui a refusé d'être piétinée, savait que le pardon facile n'enseigne rien. Si je revenais maintenant, si je le sauvais maintenant, il n'aurait rien appris. Ce ne serait qu'un cycle de plus d'erreurs et de sauvetage. Alors j'ai décidé. J'allais terminer mon voyage. J'allais vivre ces 3 mois que Jeanne m'avait donnés. J'allais mal peindre, bien manger, marcher sans destination. Et quand je reviendrai, alors oui, je déciderai si je voulais avoir une conversation avec mon fils. Pas pour pardonner, pas encore, mais peut-être pour écouter, parce que parfois, écouter est déjà le premier pas. Parfois. J'ai fini mon cappuccino, payé l'addition, me suis levé, et j'ai marché dans les rues étroites de Florence, me perdant exprès, découvrant des ruelles qui n'étaient pas sur le plan touristique. Et pour la première fois en décennies, je me suis senti léger, libre, entier. J'avais perdu un fils, mais j'avais gagné une fille. J'avais gagné de la dignité. Je m'étais retrouvé moi-même. Et j'ai découvert quelque chose d'important. Tu peux aimer quelqu'un à distance. Tu peux souhaiter le meilleur à quelqu'un sans laisser cette personne te détruire.
L'amour n'est pas un sacrifice sans fin. L'amour n'est pas accepter l'humiliation. L'amour n'est pas tout donner et ne rien recevoir. Le vrai amour a des limites, il a du respect, il a de la réciprocité. Et si mon fils apprenait ça un jour, s'il devenait un vrai homme, eh bien peut-être qu'alors on pourrait réessayer. Mais pour l'instant, j'allais bien. Moi, Pierre Dubois. L'homme qui a commencé en cousant au fond de chez lui. L'homme qui a construit un empire quand on lui disait qu'il n'y arriverait pas. L'homme qui a eu le courage de dire non à son propre fils quand il le fallait. Dubois n'a jamais été un nom de domestique. Dubois a toujours été un nom de guerrier. Et ce guerrier ne faisait que commencer à vivre. Je suis rentré en France en mars, presque 4 mois après mon départ. L'avion a atterri à Charles de Gaulle un jeudi matin. Ciel nuageux, cette odeur de Paris que tu ne reconnais que quand tu reviens de l'étranger, mélange d'asphalte mouillé, de pollution et de nostalgie. Jeanne m'a récupéré à l'aéroport. Quand elle m'a vu sortir de l'arrivée internationale, elle m'a à peine reconnu. « Monsieur Dubois, vous êtes différent. » Je l'étais vraiment. Cheveux courts, teints avec des mèches blondes, un courage que j'avais trouvé dans un salon à Paris. Nouvelles lunettes de soleil, vêtements plus modernes, sourire plus facile sur le visage. « Voyager fait du bien », j'ai dit en la serrant dans mes bras. Sur le chemin de la maison, elle m'a mis à jour sur tout. L'entreprise avait battu un record de chiffre d'affaires. La filiale de Lyon allait si bien qu'il prévoyait déjà une deuxième à Marseille. L'Institut Roger Dubois avait formé la première promotion de 50 élèves, tous déjà employés. « Et Octave ?» j'ai demandé, la question sortant plus facilement que je ne le pensais. Jeanne m'a regardé du coin de l'œil, conduisant sur le périphérique. Il va un peu mieux, il a trouvé un emploi fixe, responsable des réseaux sociaux dans une petite start-up, 2800 € par mois. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est honnête. Il a essayé de me contacter à nouveau. Une fois, il y a 2 semaines, il a envoyé une lettre à l'atelier adressée à vous. Je l'ai gardée. Quand je suis arrivé à la maison, Jeanne m'a remis l'enveloppe. Papier simple, écriture manuscrite, adresse écrite avec soin, sans erreur, comme si chaque mot comptait. J'ai attendu qu'elle parte pour l'ouvrir. La lettre faisait 3 pages. Écriture serrée, quelques mots tachés. Des larmes, peut-être. Ça commençait ainsi. « Papa, je ne sais pas si vous allez lire ça, je ne sais pas si je mérite que vous lisiez, mais j'ai besoin d'écrire, ne serait-ce que pour organiser mes propres pensées, j'ai tout détruit. Ce n'est pas vous, c'est moi. J'ai passé 6 mois à blâmer tout le monde, vous, Flavie, le destin, n'importe quoi, mais au fond, j'ai toujours su. La faute était mienne. J'avais tout. Un père qui m'aimait inconditionnellement. Une entreprise construite avec sacrifice, prête à être mienne. Un nom de famille qui portait l'histoire, la sueur, la dignité. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai craché sur tout. Pas parce que Flavie m'a manipulé, bien qu'elle ait essayé, mais parce que j'étais déjà égoïste, vide, arrogant avant elle. Elle a juste montré qui j'ai toujours été. Aujourd'hui, je vis dans une chambre de 20 m². Je partage la salle de bain avec 2 inconnus. Je me lève à 6 heures du matin pour prendre le métro bondé. Je gagne 2800 € qui paient à peine le loyer, la nourriture, les factures. Et vous savez quoi? Pour la première fois de ma vie, je comprends ce que vous avez vécu. Je comprends ce qu'est travailler vraiment, ce qu'est gagner de l'argent honnêtement, ce qu'est se regarder dans le miroir et respecter l'homme qui est là. Je ne vous demande rien, papa. Je ne veux pas d'argent, je ne veux pas l'entreprise, je ne veux pas d'héritage. Je voulais juste que vous sachiez. J'ai compris. J'ai compris que Dubois n'a jamais été un nom honteux. C'est moi qui étais honteux. J'ai compris que vous ne m'avez pas trahi. C'est moi qui vous ai trahi en premier. Et j'ai compris que si j'ai de la chance, peut-être que dans très longtemps, après avoir prouvé que j'ai vraiment changé, peut-être que vous me donnerez pas ce que je veux, mais ce que je n'ai jamais su valoriser. Une conversation, un café, une chance d'être à nouveau un fils. Pas un fils héritier, pas un fils intéressé. Juste un fils. Avec amour et repentir. Octave Dubois, parce que Beaumont de Valois n'a jamais vraiment été mien. J'ai fini de lire, j'ai plié la lettre lentement.
Je l'ai remise dans l'enveloppe. Je n'ai pas pleuré, mais j'ai senti quelque chose bouger en moi, comme la glace qui commençait à fondre. Je suis resté 3 jours à réfléchir. Le 4e jour, je l'ai appelé. Il a répondu à la 2e sonnerie, voix anxieuse, effrayée. « Papa !»« Bonjour, Octave !» Silence de l'autre côté. Je l'ai entendu respirer profondément, essayant de se contrôler. Je n'ai pas cru quand j'ai vu votre nom sur l'écran. J'ai reçu ta lettre, et je veux te voir, samedi 10 heures du matin, à la boulangerie près de ton ancienne maison à Belleville, celle où on allait quand tu étais petit. Je serai là, papa. Je promets. Octave. Oui, n'arrive pas en retard. J'ai raccroché. Le samedi est arrivé. Je me suis levé tôt. Je me suis habillé simplement. Jean, chemise blanche, basket. J'ai conduit jusqu'à Belleville, quartier que je n'avais pas visité depuis des années. La boulangerie était pareille. Odeur de pain français sortant du four. Table en formica. Petit café servi dans une petite tasse. Je suis arrivé 5 minutes en avance. Octave était déjà là. Assis à une table dans le coin. Vêtements simples mais propres. Cheveux coupés, barbe faite, plus maigre, plus vieux, plus réel. Quand il m'a vu, il s'est levé trop vite, a heurté la table, a failli renverser le verre d'eau. « Papa, assieds-toi, Octave. » Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre. Je suis resté silencieux juste à le regarder. J'ai laissé le malaise peser. Je l'ai laissé transpirer. « Papa, Pas encore. Laisse-moi parler d'abord. » Il a fermé la bouche. A hoché la tête. « Tu m'as blessé d'une façon que je ne sais pas si je pourrais complètement oublier un jour. Tu as craché sur mon sacrifice. Tu as essayé de m'utiliser. Tu as ressenti du dégoût pour le nom de famille que j'ai construit seul. » Il a baissé la tête. Mais j'ai continué. « J'ai lu ta lettre, et pour la première fois, j'ai senti que tu avais compris. » Il a levé les yeux, rouge, humide. « Alors je vais t'offrir quelque chose. Ce n'est pas du pardon. Pas encore. C'est une chance. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je veux que tu continues à travailler, que tu continues à vivre avec tes propres moyens, que tu continues à être l'homme que cette lettre dit que tu essaies d'être. Et après, dans 1 an, on reparle. Et si je vois un vrai changement, pas des promesses, mais un vrai changement, alors on reconstruira, lentement, comme père et fils, pas comme patron et héritier. » Des larmes ont coulé sur son visage. « J'accepte n'importe quoi, papa. » « Et Octave? » « Oui. Si tu changes de nom à nouveau, si tu redeviens légalement Octave Dubois, ça ne changera pas la clause du testament. Tu n'hériteras pas de l'entreprise. C'est décidé. Jeanne est ma successeur. » Il a respiré profondément, a essuyé les larmes avec le dos de la main. « Je sais, et c'est juste. Elle le mérite, beaucoup plus que moi. » Je l'ai regardé, et pour la première fois en moi, j'ai vu mon fils. Pas le monstre égoïste, pas le garçon gâté, mais un homme qui se brisait, et dans cette cassure, peut-être, commençait à se reconstruire. « Alors on se voit dans 1 an, j'ai dit en me levant. » Il s'est levé aussi, a hésité, puis a demandé voix petite, « Je peux te serrer dans mes bras ?» J'ai réfléchi 3 secondes, puis j'ai ouvert les bras. Il m'a serré fort, serré, comme il ne le faisait plus depuis qu'il était enfant. Et dans cette étreinte maladroite, dans une simple boulangerie de Belleville, j'ai senti que peut-être, juste peut-être, on pourrait trouver un chemin de retour. Pas vers l'avant, ça c'était mort, mais vers quelque chose de nouveau. Quelque chose construit sur la vérité, sur le respect, sur les conséquences apprises. Aujourd'hui, 1 an et demi après cette nuit au Shangri-La, ma vie est différente. Je travaille moins, je voyage plus. Je sors avec Madame Duval, propriétaire de la librairie, femme gentille qui me traite comme un roi. Dubois Confection fait 36 millions d'euros de chiffre d'affaires par an sous la gestion de Jeanne. L'Institut Roger Dubois a déjà formé 200 personnes. Et Octave, il a tenu parole. Il travaille. Il vit honnêtement. Nous parlons toutes les 2 semaines. Nous déjeunons ensemble 1 fois par mois. Il n'est pas mon héritier, il ne le sera jamais. Mais peut-être qu'un jour il redeviendra mon fils. Et ça suffit.
Si cette histoire a touché votre cœur, si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire, laissez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Likez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne Les Conseils de Papy pour continuer à recevoir des histoires vraies de vie, de lutte, d'hommes qui ont refusé d'être piétinés. Parce que la dignité ne se négocie pas. Et le nom de famille se respecte.